Je n'avais pas peur. J'étais habitué au bruit des armes. J'ai grandi dans cette cité où jamais il n'y avait eu de trêve, où la mort circulait à midi comme à minuit. Grand-mère était morte il y a 9 mois, de peur. C'était un soir particulièrement difficile d'un dimanche qui avait calmement commencé, jusqu'à ce que la rumeur circule que des gars du gang de Mackenson avaient sifflé sur le passage de la copine d'un des membres influents de celui de Freddy alors qu'elle revenait de l'église. Les deux gangs qui faisaient la loi dans la cité n'étaient jamais à court de provocations mutuelles. Mais il n'y avait jamais eu, jusqu'à ce dimanche soir, d'affrontement direct. Je me rappellerai toujours les yeux exorbités de ma grand-mère, ses mains qui serraient fort mon poignet, et moi qui criais « Grandma, tu me fais mal ». Elle avait dit dans un râle « Cessez, Célia, mon enfant, petite-moi, cessez, je sens que mon cœur va exploser, je vais mourir ». Je dormais dans le même lit que Grandma, depuis toujours. J'ai su tout de suite qu'elle était morte. Elle était devenue raide, froide. Je ne pouvais pas, comme je l'avais toujours fait, mettre ma jambe droite sur elle pour m'endormir. Je m'étais mise à lui parler. Je ne me souviens pas très bien de ce que j'ai dit, sauf des prières qu'elle m'avait apprises. Je ne pouvais pas entendre le son de ma voix. Ça tirait de partout avec des armes automatiques et le tintamarre s'était poursuivi jusqu'à l'aube. J'étais allé réveiller tonton Fredo. Le bruit que j'avais fait pour ouvrir la porte en bois en cassant presque la targuette ne l'avait pas réveillé. Il était complètement saoul, comme d'habitude. Je n'étais pas parvenu à le faire sortir de son sommeil. Je suis allé frapper chez voisine Soline. Elle avait accepté de me suivre. Elle me bousculait presque pour me faire avancer plus vite. Pour elle, je n'étais qu'une menteuse. Comment avais-je pu prétendre que grand-ma était morte alors qu'elles étaient à la messe ensemble hier matin et qu'elle allait très bien? Elle avait hésité sur le pas de la porte. Ses gros seins flottant dans une chemise de nuit à fleurs. Comme toute la cité, elle n'avait pas dormi. Ses yeux étaient cernés. Elle avait enjambé d'un pas décidé le petit muret de 10 cm que grand-ma avait fait dresser entre la petite galerie et la chambre où l'on accédait directement afin que l'eau ne rentre plus dans la maison quand il pleuvait. Elle est vraiment morte. Avais-je réussi à balbutier alors que nous entrions dans la pièce? « Tais-toi, petite », avait-elle répondu en ouvrant grand les yeux. « Christa, Christa », avait-elle dit avec vigueur en touchant le front et le cou de grand-ma avant de lâcher un cri. Des larmes coulaient sur ses joues rondes. Je m'étais mise à pleurer aussi et commençais à pousser des cris comme cela se faisait quand quelqu'un décédait dans la cité. Voisine Soline avait appliqué une main épaisse et rêche sur ma bouche et m'avait dit dans un sanglot, « Petite, tu veux réveiller Freddy et ses hommes? Ils dorment, ils viennent de se mettre au lit. À ton âge, tu devrais comprendre les choses. » J'acquiesçais de la tête alors que voisine Soline, les deux mains posées sur sa tête, exécutait des petits pas de danse en disant « Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. » Un grand calme était retombé sur la cité. Le gang de Freddy avait vaincu celui de Mackenson. On parlait d'une trentaine de morts, de reddition complète, d'exécution sommaire des récalcitrants qui n'avaient pas voulu déposer les armes. Un seul gang, une seule base, comme il disait, ferait désormais la loi dans la cité de la puissance divine, celui de Freddy. Tonton Fredo était réveillé. Il paraissait vieux pour un homme de 38 ans. Il avait dormi tout habillé, était chiffonné et sentait l'alcool. Quand on a recouvert la tête de grand-ma avec le drap blanc, il s'est mis à crier d'une grosse voix « Maman, maman, maman !» Et Soline, Idner, Joe, Fanny, Fénélon et Yves-Rose lui ont dit en chœur « Ferme-la, la ferme, ta gueule inconscient, ta fiateur, tu vas réveiller les bandits. »
Grand-mère avait fait construire elle-même cette maison. Elle aimait le rappeler en toutes circonstances. Le soir, si elle entendait un bruit inhabituel sur le toit, souvent des pierres lancées par des gamins désœuvrés, elle s'asseyait sur le lit et s'adressait d'une voix claire à l'indélicat. « J'ai fait bâtir cette maison moi-même. Je n'ai pas de dette. Je n'achète rien à crédit. J'exige ma paix. » Elle me racontait souvent que lorsqu'elle avait acheté cette portion de terre il y a 40 ans, les gens ne passaient quasiment pas par là. Grand-mère n'était pas certaine que le vendeur soit vraiment propriétaire. Il n'y avait jamais eu d'arpentage. Elle avait bâti ces 2 pièces, aidée du père de Rosia, ma mère, et s'y était installée. Les gens étaient arrivés par la suite à un rythme effréné, bâtissant comme ils pouvaient des bicotes, ne laissant que des corridors pour circuler. L'État ne s'était jamais manifesté, ne s'en était jamais mêlé. Ma mère était née dans la grande pièce, avec l'aide d'une sage-femme. Mon grand-père avait déjà quitté la maison. Pour une pain-bêche, une roulure, une fille de rien, déjà mère de 4 enfants, s'emportait Grand-mère. Les années n'étaient pas parvenues à calmer sa colère. De ma mère, il restait 2 clichés. Une petite photo d'identité jaunie, prise quand elle avait 6 ans pour l'inscription à l'école. Elle regarde dans le vide, intimidée sans doute par le photographe. Elle lia l'air triste. Et une autre où elle est debout à droite de Grand-mère, assise sur une grande chaise en osier avec Fredo à gauche. Personne ne sourit. Ils sont tous figés. Ma mère, Rosia, porte une robe rose, longue à bretelles, avec des volants en bas qui arrivent au niveau de ses chaussettes blanches. Elle a des chaussures noires. Grand-mère est vêtue d'un tailleur blanc et chaussée de sandales à talons. Elle a une petite valise sur ses genoux. Cette valise est encore dans la commode. Tonton Fredo arbore un costume blanc et un petit nœud papillon rouge autour du cou. Ses chaussures sont bien cirées. Il se tient droit. Il a 4 ans et Rosia 8. Je ressemble beaucoup à ma mère. Petite, je tenais tête à Grand-mère en disant que c'était moi. Cela la faisait rire. Un rire triste. Ma mère est morte à 20 ans. J'en avais 2 et je n'ai aucun souvenir d'elle. Même pas une odeur. Rien. Rosia était déjà assez mal en point quand elle l'avait finalement emmenée à l'hôpital. Cela faisait plusieurs semaines qu'elle dépérissait et inquiétait sa mère. Le jeune docteur ne lui avait proposé que des questions affirmatives, sûr de son diagnostic. Vous avez perdu beaucoup de poids, vous avez des difficultés à avaler, vous avez des diarrhées constantes, des vomissements, vous avez des lésions sur la peau, vous toussez. Il était beau et impassible. Il avait recommandé des tests pour le principe et une hospitalisation vu l'état de la jeune fille. Grand-mère n'avait pas les moyens. L'hôpital public était en grève. Elle décédait 1 mois plus tard. Grand-mère disait qu'elle regrettait de ne l'avoir pas battue, forcée à ne pas fréquenter ces voyous qui l'avaient poussée à laisser l'école à 15 ans après un parcours chaotique. Elle aurait pu être comme cette jeune médecin qui leur avait donné les médicaments. Elle aurait pu aller à l'université. Mais elle s'était mise à boire, à se droguer, s'était fait engrosser à 18 ans sans avoir aucune idée de ce qui pouvait être le père. Tout peut arriver quand on est constamment pété, disait Grand-mère. Quand elle l'insultait, la giflait, Rosa passait des jours sans rentrer à la maison. « J'ai tout fait pour te protéger, toi, » murmurait-elle en me passant la main dans les cheveux. « Je te gardais auprès de moi, comme si cela arrangeait ta cloche de mère. Tu dormiras derrière mon dos jusqu'à ce que tu sois adulte, chez toi. Je ne te livrerai à personne. J'ai déjà payé très cher avec ta mère. »